Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Chloé Barjot-Delair. Je suis doctorante en cosmologie. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler de cosmologie, mais plutôt d'une chose qui passionne n'importe qui, autant les petits que comme les grands, et je parle évidemment de la conquête spatiale. Ce rêve qui est devenu réalité. Et ce rêve, il a commencé avec Jules Verne. Jules Verne, c'est un romancier français dans les années 1828 jusqu'à 1905, et c'est le père fondateur de la science-fiction. Il a écrit divers romans, mais c'est justement un des premiers à avoir écrit sur la conquête spatiale. Il a écrit De la Terre à la Lune, qui décrit justement comment on pourrait aller jusqu'à la Lune et la suite qui était autour de la Lune. Et justement, ce qui est impressionnant avec ces livres, c'est que Jules Verne, c'est vraiment un romancier. Il n'a aucune formation ingénieur ou physicien ou inventeur. Mais par contre, il y a vraiment une prouesse scientifique dans ces livres qui est impressionnante pour l'époque, surtout pour quelqu'un qui n'a aucune expérience là-dedans. Justement, là, à quel point ces livres sont réalistes, même aujourd'hui, est assez étonnant. Et justement, la preuve en est que dans ces livres, principalement dans le premier, il y a des détails tels que par exemple où décolle la fusée. Et justement, dans ce livre, elle décolle en Floride. Justement, aux États-Unis, quand on fait décoller des fusées, c'est au Space Kennedy Center, qui est situé en Floride. Et justement, par exemple, ce choix, il est énormément détaillé dans le livre du pourquoi, du comment. Et c'est pour ça que pour l'époque, ce livre, il est vraiment en avance sur son temps. Mais donc là, justement, c'est vraiment que des paroles, c'est que de l'imaginaire. Mais justement, avant 1903, en fait, on n'avait pas vraiment envie d'aller dans l'espace. Du moins, on n'en avait pas la possibilité. Parce qu'évidemment, avant 1903, la science ni la technologie n'étaient prêtes pour aller dans l'espace. Par exemple, en fait, l'ampoule de Thomas Edison, c'était 1879. Donc en fait, avant 1903, déjà on essaye juste de mettre de l'électricité dans tous les foyers. Et en fait, c'est plutôt la révolution industrielle. On était un peu plus occupés à construire des machines à vapeur qu'aller dans l'espace. Et justement, en fait, il n'y avait pas vraiment d'envie ou justement d'objectif d'aller dans l'espace à ce moment-là. La preuve en est, l'aviation n'existait même pas. Elle a commencé en 1903. Donc évidemment, on était loin d'avoir des matériaux qui pouvaient résister au vide spatial ou rien que de la propulsion pour sortir de l'attraction terrestre. Mais il y a quand même quelques petits physiciens, mathématiciens qui ont commencé à se pencher sur le sujet au XXe siècle. Et justement, ça commence avec Konstantin Tsiolkovsky. Bon, alors j'ai jamais parlé russe, donc faut vraiment pas m'en vouloir. Mais donc, en 1903, ce physicien russe a commencé les premiers calculs pour montrer qu'il était possible d'aller dans l'espace. C'est vraiment lui qui a posé les bases, les premiers calculs de OK, si on envoie une fusée, comment c'est possible? Est-ce que c'est possible même? Et s'en est suivi avec justement Hermann Hofbirds. Mais en 1923, il a démontré par les maths, parce que c'était un mathématicien, il a démontré qu'en fait, il était possible, avec une fusée à carburant liquide, d'aller dans l'espace. Et cet homme, il est assez important pour la suite, parce qu'en fait, ça va être le mentor de celui qui a construit le missile V2. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vais en parler juste après. Et ensuite, on a également eu Robert Goddard. Franchement, faut pas m'en vouloir sur la prononciation des noms. Mais donc, en 1926, cet inventeur américain a été le premier à envoyer une fusée. Alors évidemment, je mets des gros guillemets parce que cette fusée, elle a fait que 12 mètres. Pour vous donner un ordre de grandeur, 12 mètres, c'est vraiment un immeuble de 4 étages. Alors c'est ridicule aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est vraiment pas grand chose, mais pour l'époque, en fait, c'était un peu la première fois qu'on voyait quelque chose aller aussi haut. Et en fait, surtout, cette fusée, ça a été le prototype de toutes les autres fusées futures. En fait, dans cette fusée, il y avait quand même un peu toutes les bases des futures fusées. Il y avait un gyroscope, des propulsions, des ailerons. Donc il y avait quand même beaucoup de choses qui vont être utiles par la suite. Et justement, la suite est arrivée en 1942 avec le missile V2. Alors le missile V2, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, dirigés par le grand H, les Allemands ont du coup fait un missile, évidemment pour but de tuer en masse. Mais du coup, en fait, ce missile, son but était de sortir de l'atmosphère pour retomber sur sa cible. J'en parle parce qu'en fait, c'est le premier engin humain à sortir de l'attraction terrestre. Et c'est ça qui est hyper important. En fait, c'est vraiment
La première chose, c'est vraiment une prouesse de l'époque qui montre qu'on a la technologie possible de sortir de l'atmosphère. Et justement, en fait, le moteur du missile V2, ça va être la base de toutes les autres fusées. C'est pour ça qu'il est quand même assez important dans l'histoire de la conquête spatiale. Et justement, en fait, son moteur va être le prototype de Sputnik. Et je pense qu'avec Sputnik, vous voyez où je veux en venir. 1945, fin de la guerre, les gentils gagnent, les méchants perdent, les armes sont rangées, mais le conflit n'est pas réellement fini. Effectivement, le conflit entre l'Allemagne et le reste du monde, celui-ci est fini, mais un tout autre conflit commence. Et un conflit où c'est pas des guerres directes, mais plutôt des guerres indirectes et sur tous les fronts. En fait, le but, c'est de montrer qu'on est le meilleur n'importe où, autant en sport, en influence, que dans le spatial. Alors, vous allez me dire, pourquoi le spatial? Parce que, en fait, montrer qu'on peut aller dans le space et montrer qu'on domine le spatial, c'est montrer qu'on a les capacités militaires et technologiques que les autres n'ont pas. Et c'est donc inspirer les civils et inspirer la peur, par contre, aux politiciens. Et donc justement, les deux grandes figures qui s'opposent pendant la guerre froide, donc pendant cette période, c'est d'un côté l'URSS et d'un autre les États-Unis. Et donc on a vraiment deux idéologies différentes. D'un côté, on a le capitalisme et d'un autre, le communisme. Et c'est là que la course aux étoiles va commencer. Et elle commence vraiment fort avec l'URSS qui envoie le 4 octobre 1957 Sputnik. Alors Sputnik, il fait vraiment que 83 kg, 58 cm, donc en soi un beau bébé. Et il fait le tour de la Terre et il envoie seulement des bips. Aujourd'hui, on sait qu'il envoyait seulement des bips, mais à l'époque, évidemment, on ne le savait pas. En fait, il n'y avait aucun engin scientifique au bord de Sputnik, vraiment c'était juste un petit bloc de fer qui a été envoyé dans l'espace. Mais évidemment, les États-Unis, quand ils ont vu ça, ils ont tremblé. En fait, déjà, ils ne savaient même pas que ça faisait que des bips. À l'époque, ils pouvaient se demander si, par exemple, ils ne prenaient pas des photos ou ils n'enregistraient pas, par exemple, juste ce qu'ils entendaient. Et c'est pour ça que les États-Unis ont paniqué. Et c'est ce qu'on appelle justement le Sputnik Shock. Ça a fait trembler le Pentagone. Et justement, ils s'en sont pas arrêtés là. Alors déjà, Sputnik est mort, tout simplement. Il a brûlé au bout de 3 mois. Mais ils ont continué. Parce que toujours en 1957, l'URSS envoie Leica. Leica, c'était une chienne errante dans Moscou qu'ils ont pris pour l'envoyer dans l'espace. Et donc Leica est passé de chienne errante à symbole international, première espèce humaine à aller dans l'espace. Et donc, en fait, Leica, on l'a envoyé parce qu'on savait absolument pas comment l'espèce humaine allait réagir dans l'espace. Et c'est pour ça qu'en fait, on l'a mise dans une navette et on l'a envoyée. Et justement, la pauvre Leica a brûlé dans sa redescente. C'est devenu, en plus d'un symbole national, enfin même symbole international, c'est devenu une belle étoile filante. Mais Leica, elle était quand même utile parce que justement, ils ont appris de leurs erreurs pour ensuite, le 12 avril 1961, envoyer Yuri Gagarin, qui est le premier homme à aller dans l'espace. Le 12 avril 1961, l'humanité entre dans l'ère des vols habités. C'est exceptionnel. Yuri Gagarin, il est envoyé dans l'espace, il fait seulement un tour de la Terre, et il met à peu près 1h48, donc c'est vraiment un vol orbital. Et il a été sélectionné parmi 3000 candidats. Donc c'est-à-dire qu'il y avait quand même 3000 hommes soviétiques qui ne savaient absolument pas ce qui allait se passer, ils ne savaient même pas s'ils allaient revenir en vie, parce qu'on se rappelle que Leica n'est pas revenu en vie. Mais 3000 personnes qui voulaient quand même tester l'expérience. Et donc sur ces 3000 candidats, c'est Yuri Gagarin qui a été sélectionné. Du haut de ses 27 ans, il est donc devenu le premier homme à aller dans l'espace. Et donc là, vous vous dites, bon, c'est bon, les soviétiques ont tout fait, ont battu les États-Unis, ils ont envoyé un homme dans l'espace, un chien. Il manquait plus qu'envoyer une femme finalement. Et c'est comme ça que le 16 juin 1963, Valentina Tereshkovska, et oui, en quelques minutes, j'ai toujours pas appris le russe, donc Valentina devient la première femme à aller dans l'espace. Valentina, elle a été sélectionnée parmi 400 autres candidates.
On voit qu'il y a beaucoup moins de femmes qui voulaient aller dans l'espace. Mais donc Valentina, elle a été sélectionnée parmi ces 400 femmes, c'était une ouvrière textile. On peut se demander pourquoi elle était sélectionnée en soi, parce qu'elle était en soi pas du tout du milieu, pas ingénieure, mais parce qu'en fait elle était parachutiste. Ouais, elle c'est dimanche matin, c'était sauter en parachute. Chacun sa passion. Moi les dimanches matins, je vais bruncher avec mes copines. Il n'y a pas de jugement, pas de jugement. J'ai sauté une fois en parachute, ça m'a suffi, hein, pas besoin d'aller faire ça tous les dimanches. Mais donc, c'est pour ça qu'elle a été sélectionnée. Et Valentina, elle n'a pas fait juste un tour de la Terre, non, elle en a fait 48. Son vol, il a duré 2 jours et 22 heures. Comme ça, au moins, on était sûr de montrer qu'on savait faire le tour de la Terre. Ça, ils savaient. Les soviétiques, on savait qu'ils avaient la technologie, qu'ils avaient tout pour ça. Mais donc, vous vous doutez bien que si seulement Spoutnik a fait trembler le Pentagone, un homme dans l'espace, vraiment, les États-Unis n'ont absolument pas apprécié et ont vraiment eu peur et ont également vu à quel point ils se faisaient humilier mondialement. Et c'est comme ça que les États-Unis vont répondre. Ils vont répondre d'abord à Sputnik. En 1958, ils vont créer the National Aeronautic and Space Administration. Je parle pas russe, mais j'ai un accent quand même. Donc la NASA. Le 1er octobre 1958 est créé. Donc en fait, la NASA, le but, c'est de centraliser tous les efforts des États-Unis à propos de tout ce qui est militaire et spatial. Ils le réunissent au même endroit. Le but, c'est vraiment de prendre tous les génies du pays et les coller au même endroit pour pouvoir envoyer un homme dans l'espace, et particulièrement un États-Unien dans l'espace, pour pouvoir redorer la fierté des États-Unis. Et justement, ça a commencé, comme les soviétiques, ça a commencé avec des animaux. En tout, ils ont envoyé 6 macaques dans les années 1958 dans l'espace. Vous vous doutez bien qu'ils ne sont pas tous revenus en vie. Mais bon, ensuite ils ont créé le programme Mercury entre 1958 et 1963. Le programme Mercury, il avait pour objectif d'envoyer un homme dans l'espace et qu'il revienne sain et sauf. Et justement, il y a eu beaucoup de premières fois avec ce programme, dont justement le premier vol d'un Américain dans l'espace, avec Alan Shepard. En 1961, il fait un vol suborbital. Alors vous allez vous dire, mais attendez, Yuri Gagarin, il est aussi parti en 1961. Bah ouais, ça s'est joué à quelques jours. Mais en fait, dans tous les cas, même si Alan Shepard était parti en premier dans l'espace, il y avait quand même une différence entre ces deux vols. La différence entre ces deux vols réside dans le fait que Yuri Gagarin, il a fait un tour de la Terre, donc un vol orbital. Alors que Alan Shepard, lui, il a fait un vol suborbital, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'atmosphère, puis il en est re-rentré. Un peu comme le missile V2, si ce n'est que Alan Shepard n'a pas fait de mort quand il est revenu. Effectivement, il aura fallu attendre 1962 pour que les États-Unis arrivent à faire leur premier vol orbital avec John Glenn. Mais vous doutez bien que le président des États-Unis à ce moment-là n'a pas du tout apprécié le fait que les soviétiques les devancent. Et c'est pour ça qu'en 1961, Kennedy fait son discours où il annonce que à la fin de cette décennie, les États-Unis iraient sur la Lune. Donc pas seulement dans l'espace, mais sur la Lune. Je ne sais pas à quel point la NASA était au courant de ce discours, mais je pense que toute personne qui travaillait à la NASA à ce moment-là ont appelé leurs conjointes pour leur dire qu'ils allaient être en retard pour le dîner de ce soir et tous les autres dîners de la prochaine décennie. Donc en fait, c'était une vraie course contre la montre qui était lancée parce que aller dans l'espace, ils étaient en train de découvrir comment faire ça. Mais aller sur la Lune, c'était une toute autre histoire. Et c'est comme ça que le programme Gemini est lancé entre 1961 et 1966. Ce programme, il a pour objectif de préparer l'envoi d'un homme sur la Lune, évidemment son retour. Il y a eu beaucoup de premières fois, en tout il y a eu 10 vols. Ils ont fait leur première sortie extravéhiculaire, leur premier rendez-vous orbital, pour enfin arriver à la mission qu'on connaît tous, Apollo 11. Qui ne connaît pas cet écusson de l'aigle qui se pose sur la Lune? Apollo 11, dirigé par Neil Armstrong avec comme copilote Buzz Aldrin et Michael Collins, prend leur départ le 16 juillet 1969 en direction de la Lune. Ils arrivent sur la Lune le 20 juillet 1969 et c'est seulement Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui posent un pied sur la Lune. Et effectivement, Michael Collins, lui, est resté dans la navette pour faire les tours de la Lune pour ensuite les réceptionner.
Et évidemment, Neil Armstrong est le premier homme à poser un pas sur la Lune et dire sa fameuse phrase « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». En tout, ils sont restés 2h50 sur la Lune, ils ont fait une petite marche, une petite rando au Puy de Sancy finalement. Et évidemment, au cours de ces 2h50 de marche, ils n'ont pas fait que marcher, ils ont évidemment redoré la fierté américaine en posant leur drapeau, mais ils ont également posé d'autres outils scientifiques, comme par exemple un sismographe, pour pouvoir enregistrer les possibles tremblements qui pourraient arriver sur la Lune. Ils ont également posé des panneaux rétro-réfléchissants, qui sont encore utilisés aujourd'hui pour calculer la distance Terre-Lune, et ils ont également déposé des déchets humains. Un peu moins fun, mais il fallait bien s'alléger pour pouvoir repartir. Et évidemment, ces 3 personnes reviennent aux États-Unis comme des héros. La fierté des États-Unis est redorée. Et donc là, je vous ai parlé des 2 entités de la guerre froide, donc de l'URSS et des États-Unis. Qu'en est-il par exemple de nous, la France? Déjà, il ne faut pas oublier que la Seconde Guerre mondiale, elle s'est passée sur notre sol. Donc nous, on est un petit peu occupés à se reconstruire. Mais on rattrape quand même doucement notre retard en envoyant par exemple des chats dans l'espace en 1963. Alors, au début, je me disais qu'ils ont probablement fait comme à Moscou. Ils sont juste allés à Paris, ils ont trouvé le premier animal errant. En même temps, je me dis que s'ils avaient fait ça, ils auraient pris un pigeon. Mais bon. Bref, on a envoyé des chats et on n'était pas les seuls. Les autres pays européens rattrapaient également leur retard au niveau de l'espace. Et c'est comme ça que le 30 mai 1975, la création de l'ESA est faite. The European Space Agency. L'ESA, en fait, elle a pour but de réunir tous les pays, enfin la plupart des pays européens. Les 10 pays fondateurs de l'ESA consistent par exemple la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique ou l'Italie. Et en fait, elle a pour but de réunir les efforts communs pour aller dans l'espace. Et en plus, à ce moment-là, dans les années 1970, il y avait une période de détente au niveau de la guerre froide. Les tensions entre les 2 pays s'apaisaient et ça s'est vu avec la mission Apollo-Soyouz. En juillet 1975, on a la navette des États-Unis et celle des Soviétiques qui se réunissent dans l'espace et on a le premier rendez-vous spatial international. Et ça, c'est un message fort, c'est un vrai message de paix entre les 2 pays qui va même dans l'espace. Et c'est pour ça qu'on voit que doucement les tensions s'apaisent et que ce n'est que le début des collaborations internationales. Pour ensuite avoir Mir. Mir, c'est la première station spatiale habitable. À la base, elle était 100% soviétique, mais justement, Mir, elle envoie également un message fort. Elle a été commencée à être créée dans les années 1986, et Mir, en fait, ça signifie univers paix. En fait, ça a montré que les soviétiques voulaient vraiment arrêter cette guerre froide et se mettre à travailler tous ensemble. Mais justement, au début, comme je vous disais, c'était purement soviétique, mais par la suite, en fait, les soviétiques, en fait, faut se souvenir qu'en 1989, c'est la fin de l'URSS, et en 91, c'est la chute du mur de Berlin. Donc, en fait, la Russie, actuellement, enfin, à ce moment-là, je veux dire, elle était dans une crise financière. Et en fait, ça devenait trop cher de financer l'entretien d'une station spatiale à eux tout seuls. Et c'est pour ça qu'ils se sont associés à la NASA et à l'ESA. Ils leur ont proposé de venir faire leur science dans leur station spatiale en échange de participer, du coup, à la rénovation et à l'entretien de la station spatiale. Et c'est comme ça qu'il y a eu en tout 6 cosmonautes, astronautes à temps plein qui tournaient. Donc en tout, plus de 200 astronautes qui sont allés dans cette station de manière constante pour, au final, en 2001, dire au revoir à Mir, qui commençait à se faire trop vieille. Et donc sa descente a été provoquée dans l'atmosphère pour qu'elle brûle. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup d'étoiles filantes visibles de jour au-dessus du Pacifique Sud en 2001. Mais Mir, c'était pas la fin. Mir, en fait, c'était que le début. Parce que Mir a laissé place à ce que je pense on connaît tous, l'ISS. The International Space Station. Je flex un peu trop avec mon accent qui est tout pété en fait. Mais donc, l'ISS, on le connaît tous. L'ISS, c'est la station spatiale habitable actuelle. C'est à cet endroit que les différents astronautes de, en tout à peu près 20 nationalités différentes, font des recherches dans l'espace. En tout, il y a eu à peu près 270 astronautes qui y sont allés actuellement, dont, évidemment,
notre fierté nationale, Thomas Pesquet. Qui ne connaît pas Thomas Pesquet, principalement en France? Thomas Pesquet, c'est l'astronaute français qui est le plus connu actuellement, je pense, qui a fait sa première mission dans l'ISS entre 2016 et 2017. En tout, il y est resté 6 mois. Sa mission s'appelait Proxima. Et pour sa mission, il a été plutôt bien accompagné. Car pour sa première mission, le capitaine était Peggy Winson. Et Peggy Winson, elle est surnommée la reine de l'espace. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment tout le monde qui la surnomme comme ça. Et à raison, elle a en tout 60 heures de sortie extravéhiculaire à son actif. En fait, à elle toute seule, elle a pratiquement rénové l'ISS. Et en plus, c'est elle qui avait le record de la personne qui est restée le plus longtemps dans l'espace, jusqu'en 2023. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. À un moment, les astronautes sont restés bloqués dans l'ISS. Au lieu de rester 6 mois, ils ont dû rester 9 mois. Parce qu'il y a eu un problème avec la navette à son envoi et donc ils n'ont pas pu aller les récupérer. Et ça crée un peu un problème dans le sens où déjà on ne peut pas accueillir autant de personnes dans l'ISS, même si la place a été trouvée. Mais surtout en fait quand ils vont dans l'ISS, ils doivent rester que 6 mois. Parce qu'ils sont assez hauts dans l'atmosphère pour recevoir des rayons solaires qui pourraient créer des cancers. Et c'est pour ça que le temps recommandé, c'est 6 mois. Mais bon, ils sont restés 9, allons bon. Mais du coup, ils ont devancé Peggy Winson. Mais Thomas Pesquet y est retourné une seconde fois dans l'ISS avec la mission Alpha en 2021. Cette deuxième mission, elle a été assez importante pour lui parce qu'au cours de cette mission, ça a été le commandant de l'ISS pendant seulement 2 mois. Mais ça a été une des premières. Ça a été la première fois qu'un Français a été commandant de l'ISS. Donc ça a été un moment assez important pour lui, et même pour nous, la France également. Mais aujourd'hui, on n'a plus seulement Thomas Pesquet, même si Thomas Pesquet est une des personnes les plus connues, car en fait, il a vulgarisé son métier, par exemple sa BD ou même son autobiographie, et également le livre qui recensait toutes les photos qu'il a prises quand il était au bord de l'ISS. Il fait également beaucoup d'interviews, c'est quelqu'un d'assez accessible, mais c'est plus le seul aujourd'hui. On a également Sophie Adeno. Sophie Adeno, c'est la nouvelle astronaute française, même si elle est plus si nouvelle que ça parce qu'elle a été recrutée en 2022. Mais elle est actuellement à bord de l'ISS pour sa première mission. Elle est dans l'ISS depuis février 2026. Elle va pas tarder à revenir en août 2026. Et elle vulgarise presque tout autant le métier d'astronaute que Thomas Pesquet. Tous les dimanches matins sur son Instagram, on a le dimanche scientifique avec Sophie Adeno. Moi, je me lève que pour ça. Mais en tout cas, Sophie Adeno, c'est également une astronaute qui est assez accessible et qui vulgarise son métier. Et ce que je trouve merveilleux avec Sophie Adeno, c'est également quelqu'un qui humanise les astronautes. Elle enlève en fait ce mythe que les astronautes sont surhumains ou n'ont pas peur. Non, au cours de différentes interviews, comme par exemple, elle en a fait une avec Hugo Décrypte récemment, une autre pour France TV, en fait, elle n'a pas peur de montrer ses émotions. Et c'est là qu'on voit que eux aussi, ils sont humains. Et ça donne envie un peu plus de leur parler et on voit surtout qu'ils sont abordables. Donc, comme je vous disais, on a Thomas Pesquet, Sophie Adeno, mais c'est pas les seuls en France finalement. On a également Arnaud Prost. Alors ça fait depuis un moment que j'ai peur de dire Alain Prost, sauf qu'on n'est pas sur un format de vidéo de Sylvain Lévy. Mais donc, Arnaud Prost. Arnaud Prost, c'est ce qu'on appelle un astronaute dit de réserve. Contrairement à Thomas Pesquet et Sophie Adeno qui sont des astronautes, en fait, Arnaud Prost, lui, il garde son métier, mais pendant 5 semaines à peu près par an, il doit aller s'entraîner en tant qu'astronaute, et en fait, c'est celui qui va être sur le banc de touche. En fait, c'est celui qui, si jamais il y en a un qui est malade au dernier moment ou autre, c'est lui qui va être envoyé dans l'espace. Généralement, un astronaute de réserve va rarement dans l'espace. Or, Arnaud Prost, si je vous en parle, c'est tout simplement parce qu'en juillet 2027, il va aller dans l'espace pour une mission, pour aller sur la prochaine station spatiale. Parce que oui, l'ISS commence à se faire vieille, et en 2030-2032, il va falloir lui dire au revoir et doucement provoquer sa descente dans l'atmosphère également. Et justement, la prochaine station spatiale internationale va être privée. Ça va être la première fois qu'une station spatiale internationale a été financée par une entreprise privée. Elle s'appellera Haven One. Et les premiers essais vont commencer l'année prochaine. Et justement, Arnaud Prost va faire partie du premier équipage pour aller tester cette station spatiale internationale.
on va se dire mais pourquoi c'est pas Sophie Adeno ou Thomas Pesquet qui y va? Je crois que c'est parce que Sophie Adeno reviendra tout juste, enfin ça fera trop près par rapport à sa dernière expérience dans l'espace, donc elle pourra pas y aller, je crois que c'est ça, mais je suis pas totalement sûre. Et Thomas Pesquet, s'il peut pas y aller, c'est parce qu'il sera également occupé dans l'espace. Et oui, Thomas Pesquet retourne dans l'ISS pour une 3e mission. Là, ça sera plus court. À chaque fois, il y allait 6 mois. Mais là, ça sera que 2 semaines. Ça sera vraiment un sprint. Parce que comme je vous disais, en fait, l'ISS commence à se faire vieille. Et donc là, le but, c'est vraiment d'utiliser toutes les capacités de l'ISS avant qu'on doive provoquer sa descente dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que Thomas Pesquet retourne une 3e fois dans l'ISS. Mais cette mission, elle est un peu différente pour Thomas Pesquet. Alors ça sera également en juillet 2027, donc au même moment qu'Arnaud Prost partira pour sa mission. Mais il y a quelque chose de différent. Thomas Pesquet, au cours de cette mission, sera commandant de la navette américaine pour aller au bord de l'ISS. Je crois qu'il faut que je vous le redise une seconde fois pour que vous compreniez bien. Ça va être la première fois en 65 ans qu'on va dans l'espace qu'un non-américain va conduire une navette américaine. Et c'est un Français, c'est Thomas Pesquet. Et ça envoie un message fort. Déjà, ça veut dire que tout le monde aime Thomas Pesquet. Thomas Pesquet est juste parfait, tout le monde apprécie cet homme, d'accord. Bon ça, on voulait bien le croire. Mais ça envoie un message fort sur le fait que nous, la France, on est plutôt bon dans le spatial. On n'est vraiment pas mauvais. Au point que justement, on nous veut dans la plupart des missions. Et je dis on alors que j'ai rien fait. Mais donc effectivement, en fait, en France, on fait partie d'un des pays qui investit le plus dans l'ESA. Et on est plutôt bon dans le spatial. Et surtout, on est une des puissances assez importantes. Et c'est pour ça que Thomas Pesquet a été sélectionné. Et donc, comme je vous disais, la prochaine station spatiale sera privée. Mais en fait, la prochaine station spatiale, ce n'est que le début de la suite. La suite, en fait, c'est le retour de l'homme sur la Lune. Alors, pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi on a arrêté d'y aller et pourquoi on veut y retourner maintenant? Déjà, à l'époque, on a arrêté d'aller sur la Lune parce que ça commençait à revenir trop cher pour le peu d'intérêt qu'on y trouvait. En soi, on avait ramassé assez d'échantillons pour faire les études qu'on voulait, on avait déposé assez d'engins scientifiques pour également faire les études qu'on voulait, et ça devenait vraiment trop cher d'aller sur la Lune. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on a arrêté d'y aller. Sauf que, en 2018, un engin spatial chinois s'est posé sur la face cachée de la Lune. Et c'était le 8e engin spatial chinois à aller dans l'espace. Et la Chine a annoncé poser une base lunaire sur la Lune, qui sera totalement chinoise. Et ça, vous vous doutez bien que les autres pays, et principalement les États-Unis, n'ont pas trop apprécié de se faire devancer par la Chine. En fait, la Chine, on n'avait pas beaucoup entendu parler niveau conquête spatiale, mais en fait, elle a doucement rattrapé son retard de son côté. Et c'est comme ça qu'en 2017, Trump annonce que les États-Unis retourneront sur la Lune. Et c'est devenu concret en 2019 avec la mission Artemis. Artemis, elle a pour but de renvoyer des humains sur la Lune, mais également de poser une base lunaire, Moon Base. Alors je vous l'accorde, ils ne sont pas allés chercher très loin, non. Mais donc voilà, l'objectif de Artemis est le nouvel objectif des États-Unis, mais également de l'Europe. Et c'est comme ça qu'en 2022, on a eu Artemis 1. Artemis 1, elle avait pour objectif de juste tester le lanceur et également Orion, qui est la navette spatiale qui sera utilisée pour partir sur la Lune. Et le lanceur s'appelle le Space Launch System, qui est le plus gros lanceur jamais fait. Il a été fait par la NASA et par l'ESA en collaboration. Et tout a fonctionné. La mission fut un succès. Et c'est comme ça que plus récemment, en avril 2026, on a eu Artemis 2, le premier vol habité autour de la Lune. Un équipage constitué de 4 personnes, dont le capitaine qui était une capitaine et qui est actuellement la seule femme à être allée aussi près de la Lune. Alors justement, Artemis 2, ils ne se sont pas posés sur la Lune. Là, l'objectif était également d'un peu retester tous les systèmes, voir si tout fonctionnait. Et en fait, ils sont partis de la Terre, ils ont fait un petit tour de la Lune et sont revenus. En tout, leur mission, elle a duré une dizaine de jours. Ça a été un succès et c'est comme ça que normalement, l'année prochaine, on verra la mission Artemis 3, qui
ici, ne sera pas habitée. Elle a pour objectif de tester en fait les atterrisseurs lunaires. Pour cette mission, il y en a deux. Il y a Starship, qui vient de SpaceX, et Blue Moon, qui vient de Blue Origin. Et si vous ne connaissez pas ces deux entreprises, je vais vous en parler juste après. Mais donc, une fois que Artemis 3 sera lancée, elle laissera place à Artemis 4, qui, elle, sera une mission habitée. Et là, justement, les astronautes poseront un pied sur la Lune. Évidemment, on ne connaît pas encore l'équipage, et on ne sait même pas réellement si ça se passera par exemple en 2028 ou plus tard. Mais en tout cas, là, l'objectif, c'est vraiment de s'installer sur la Lune. Alors évidemment, c'est pas de faire un remake de Desperate Housewives, même si on aimerait tous voir le roux iconique de Brie Van de Camp sur la Lune. Mais non, le but, c'est d'installer une base lunaire pour évidemment continuer les recherches scientifiques, mais aussi de préparer le futur. Et par futur, j'entends d'aller sur une autre planète. Et quand on parle d'aller sur une autre planète, on parle de Mars. Effectivement, l'étape de la Lune, c'est vraiment préparer les astronautes pour un voyage plus long qui a pour objectif de les envoyer jusqu'à Mars. Et évidemment, quand on parle de Mars, on ne peut pas s'empêcher de penser à Elon Musk. Parce que Elon Musk, en 2002, il a créé SpaceX. SpaceX, c'est une entreprise privée, comme je le disais, créée par Elon Musk, qui a à la base pour objectif de réduire les coûts pour aller dans l'espace, mais surtout de rendre l'espèce humaine la première espèce interplanétaire, en envoyant des humains sur Mars. Et on connaît plutôt bien SpaceX. Alors, au début, effectivement, il y a eu divers échecs, jusqu'en 2008, où on a eu la première navette spatiale privée à être sortie de l'atmosphère. Et ça, c'était vraiment tout nouveau. C'était le début de la privatisation de l'espace. Et en fait, au même moment, la NASA commençait à avoir quelques problèmes avec leur navette. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé un appel d'offres. Le but ici était de déléguer justement la construction de la navette qui enverrait les astronautes jusqu'à l'ISS. Et justement, pendant cet appel d'offres, il y a eu plusieurs entreprises, mais ça a été SpaceX qui a remporté cet appel d'offres. Et également avec une jolie somme d'argent. Et c'est pour ça qu'on connaît aussi bien SpaceX, parce qu'ils se sont associés en quelque sorte avec la NASA. Et en fait, justement, SpaceX doivent répondre aux normes de la NASA. En fait, la NASA leur dit qu'ils aimeraient telle ou telle chose en répondant à certains critères et SpaceX doit se plier à cela. Donc en fait, SpaceX est en partie financé par Elon Musk, mais également par la NASA, car justement la NASA leur paye leur navette pour pouvoir aller sur l'ISS. Et c'est comme ça qu'en 2012, on a eu le Cargo Dragon qui a été le premier engin privé à s'associer à l'ISS. Ça a été le premier en fait à s'amarrer sur l'ISS. Et depuis, on a eu du coup tous les départs des astronautes, enfin la plupart des départs des astronautes pour aller dans l'ISS qui se sont faits avec le Crew Dragon. Alors on entend beaucoup parler de SpaceX, mais c'est pas la seule entreprise privée à aller dans l'espace. Et non, comme je vous en ai parlé plus tôt, il y a également Blue Origin. Blue Origin, en fait, elle est plus vieille que SpaceX. Elle a été créée en 2000 par Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est comme Elon Musk. C'est un multimillionnaire, milliardaire, je sais pas, qui avait pour objectif de rendre l'espace plus accessible et plus abordable. La nuance entre Jeff Bezos et Elon Musk, c'est que Jeff Bezos, lui, en fait, en rendant justement l'espace plus abordable et plus accessible au plus grand nombre, lui, c'était en fait son objectif de faire du tourisme spatial. Et c'est pour ça que je suis sûre que vous connaissez ou que vous avez déjà entendu parler de Blue Origin avec justement le 14 avril 2025, un vol 100% féminin. On a eu Katy Perry qui est allée dans l'espace grâce à Jeff Bezos. Et justement, il ne faut pas oublier que là, c'est des vols suborbitales et pas orbitales. C'est comme Alan Shepard, ils ont juste fait un aller-retour. Il part, s'il reste dans l'espace 10 minutes et il redescend. Et je pense que ce vol, il a vraiment fait parler de lui parce qu'il était 100% féminin et qu'on avait Katy Perry à son bord, qui est une célébrité internationale. Donc c'était assez facile de critiquer avec quelqu'un que tout le monde connaît et aussi qui est féminin, et justement de critiquer l'acte touristique en quelque sorte, parce que effectivement la différence entre Thomas Pesquet et Sophie Adeno et Katy Perry qui va dans l'espace,
elle est dans le fait que Thomas Pesquet et Sophie Adeno, eux, ils font de la recherche spatiale quand ils y vont. Pendant 6 mois, ils ont des emplois du temps hyper chargés qui font qu'ils doivent faire des expériences, je sais même plus combien d'expériences par jour, pour faire progresser la science. Contrairement à Katy Perry qui, elle, y allait pour ses beaux yeux. Mais en fait, elle s'est fait beaucoup critiquer, mais le problème, c'est que c'était pas le premier vol de Blue Origin. Et non, le premier vol de Blue Origin, il s'est fait le 20 juillet 2021, avec à son bord, vous vous doutez bien, Jeff Bezos et son frère. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et justement, en fait, depuis le 20 juillet 2021, il y a eu énormément de vols touristiques réalisés par Blue Origin. En tout, dans mes souvenirs, 18 la dernière fois que j'ai regardé. Et il y a eu à peu près une centaine de personnes qui est donc allées dans l'espace à des fins touristiques seulement par Blue Origin. Ici, je parle que de Blue Origin et c'est pas la seule entreprise privée qui fait ça. Et justement, la privatisation de l'espace, ça a des avantages parce qu'effectivement, le fait qu'il y ait en soi beaucoup d'argent fait qu'il n'y a plus de limites pour les ingénieurs et donc ils peuvent enfin faire des prouesses technologiques impressionnantes. Et ça, c'est super pour la science, il y a des avancées technologiques énormes qui font progresser la recherche. Donc ça, c'est un peu l'avantage. Mais évidemment, il y a un inconvénient qui est que généralement, ces personnes ont très peu de conscience déjà écologique, parce que évidemment, un vol touristique tel qu'a fait Jeff Bezos ou Katy Perry, ça pollue autant qu'un Français sur 6 ou 8 ans, ce qui est énorme. Mais ils ont également pas beaucoup de conscience tout court, si je peux me permettre, parce que en fait, ils polluent d'une autre façon qui est un peu moins connue du grand public. Et justement, on a par exemple un très bel exemple avec la Tesla en 2018 de Elon Musk. Voilà, il a envoyé une Tesla juste comme ça, dans l'espace. Alors si vous vous demandez où elle est aujourd'hui cette Tesla, elle est toujours en orbite. Bah ouais, le parc-mètre il est gratuit là-haut en fait. Mais il n'y a pas que ça. En fait, comme je vous disais, il y a une autre pollution moins connue qu'on peut très bien illustrer avec le projet Starlink de Elon Musk. Starlink, vous connaissez peut-être. En fait, Starlink, il a pour objectif de donner la 5G n'importe où sur Terre. Donc même si vous êtes au très fond de la Creuse, vous pouvez avoir la 5G. Et sur le papier, c'est fantastique. En soi, ça veut dire qu'on pourra communiquer n'importe où. Et c'est également bien, justement, quand on part en randonnée et qu'on n'arrive pas à contacter les secours par manque de réseau, là, grâce à Starlink, ça sera possible. Donc sur le papier, c'est vraiment bien. Le truc, c'est que pour répondre à ce besoin, il faut envoyer énormément de satellites géostationnaires. Des satellites géostationnaires, c'est des satellites qui orbitent autour de la Terre. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on en recense plus de 3700. Et Starlink, c'est un projet qui a pour objectif d'envoyer énormément de satellites. Et c'est pour ça que peut-être depuis 2018, certains étés, vous pouvez voir des traînées blanches. Ces traînées blanches, en fait, qui bougent, vous n'êtes pas fous, c'est juste en fait des télescopes qui sont juste les uns derrière les autres et qui sont envoyés pour le projet Starlink. Et après, évidemment, ils vont s'éparpiller autour de la Terre. Le truc, c'est que ce genre de satellite réalise des traînées sur les photos scientifiques, les photos que nous, les chercheurs, on utilise. Et tel est le problème de ces plus de 3700 satellites géostationnaires. La plupart de ces satellites sont utilisés pour de la télécommunication, mais justement, c'est pour ça que je vous disais qu'on en recense 3700. En fait, c'est tous ceux qu'on connaît qui ont été déclarés, mais évidemment, il y a certains télescopes qui ne sont pas déclarés, envoyés par d'autres pays, et principalement des satellites dits militaires, où là, évidemment, pour ne pas connaître leur position, ils ne sont pas forcément recensés. Donc en fait, il y a, comme je vous disais, plus de 3700 satellites en position géostationnaire qui peuvent polluer, nous, les images scientifiques. Parce qu'en fait, c'est pas que sur l'envoi de ces satellites comme Starlink où on a vraiment un groupe qui réalise une traînée. En fait, ces satellites, ils réfléchissent la lumière du soleil et réalisent des traînées blanches sur les photos scientifiques que nous, les chercheurs, on utilise. Et c'est un peu ça le problème du fait qu'il n'y a pas énormément de lois qui régissent ces satellites. Sur le papier, on est un peu censé les détruire quand ils ne sont plus utilisés, mais en soi, il n'y a vraiment aucune obligation. Et c'est ce qui fait que ça peut nous faire perdre du temps dans les recherches. Et justement, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du JWST, The James Webb Space Telescope. Ça a été une des plus grosses prouesses technologiques jamais faites pour un télescope.
c'est tout simplement un télescope qui s'est ouvert dans l'espace. Et c'est pour ça que vous en avez probablement beaucoup entendu parler. C'est un télescope qui a également une résolution dingue, qui fait des images magnifiques et qui vont donc également nous aider en tant que chercheurs pour avancer dans la recherche. Mais il y a un autre satellite qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle LSST. Legacy Survey Space and Time. C'est un télescope qui va être au sol, qui est au Chili, qui a d'ailleurs commencé. Et on en attend beaucoup de ce télescope. On espère évidemment commencer à pouvoir expliquer l'énergie noire et la matière noire, même si on a effectivement quand même quelques preuves de tout ça, mais on espère avoir de nouvelles preuves grâce à LSST. Et justement, on estime que les images de LSST vont être polluées à 30% par les satellites géostationnaires, ce qui est énorme. C'est des photos qu'on n'arrive pas à récupérer et qu'on ne peut pas utiliser pour faire de la recherche. Mais ça n'enlève évidemment pas la beauté de ce travail, parce que évidemment, quand on parle du fait qu'on fait de la recherche en cosmologie, il y a toujours des étoiles dans les yeux des gens et les gens sont toujours émerveillés et passionnés, ont envie d'en découvrir plus. Et c'est pour ça que je vous remercie, parce que des fois je me dis que c'est aussi à ça qu'on sert. Donc merci de m'avoir écouté.